Bonjour. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Je viens vous parler d'une réalisation et d'un témoignage sur une étude de bâtiment collectif face à la RE2020 avec des solutions béton. Donc pour ma part, je représente le pôle application qui s'appelle Simbéton, qui est au sein de France Ciment. Et donc je fais l'accompagnement et la promotion des solutions béton face à ces nouveaux enjeux de transition écologique qui nous concernent tous. On entame par cette petite restitution d'un bâtiment avec directement sa présentation. C'est un petit bâtiment collectif. On fait beaucoup d'études au sein de Simbéton sur l'ensemble des applications de la RE2020, sur d'autres domaines également. Celui-là, c'est une des dernières études que l'on a menées, qu'on a confiée au bureau d'études Bastide-Bondou. Il concerne un bâtiment de 16 logements en R+1, un petit bâtiment de 968 mètres carrés chab. Et comme pour d'autres études, on part d'un cas d'étude réel et on l'implante sur des zones climatiques variables, évidemment. Donc en général, la représentativité de la palette RE2020 avec ici une zone climatique H1A, H2B et H3. Les bâtiments sont mis à niveau de façon à ce qu'on puisse ensuite étudier des palettes de systèmes constructifs, des variations à la fois sur ces systèmes constructifs et parfois sur les systèmes énergétiques. C'est le cas de cette étude. Ici, néanmoins, la PAC RO double service est une constante. Donc le système énergétique variable va être plutôt sur la ventilation dans ce cas d'étude. Et l'idée, c'est que les descriptifs soient évidemment calés entre les variations des systèmes qu'on étudie pour être à équivalence fonctionnelle en termes de performance et de RE2020. Les ACV qui nous ont servi à faire cette étude sont modélisés avec des produits standards du marché, des pratiques courantes. Il n'y a pas d'efforts particuliers qui ont été cherchés sur tel ou tel produit, parce que notre cas d'étude est un bâtiment représentatif finalement de ce qui se fait. Et évidemment, les lots forfaitaires 10 et 11 ont été étudiés comme tels. L'idée, c'est de vous présenter les résultats sur la zone H1A, puis sur la zone H3, qui est vraiment les deux différenciantes. Si il vous intéresse d'avoir d'autres informations, évidemment, je me tiendrai à votre disposition pour cela. L'idée, c'est pour l'ensemble de ces deux études que je vous restitue, c'est de vous montrer en fait la palette des solutions constructives qui ont été étudiées. Donc on part d'un principe constructif qui est un béton prêt à l'emploi avec un voile béton de 16 cm, son doublage, et on va le faire varianter avec des systèmes de construction à base de produits préfabriqués en béton, ici du parpaing, avec un complexe isolant légèrement différent, et puis une solution bois, ossature bois et plancher bois également. Pour l'ensemble des spécificités qui vous sont présentées ici, on a une couverture du comble avec une isolation en sous-face, dont l'épaisseur peut varier. On va avoir également un système de plancher bas qui va varier lui-même, avec des dalles ou pour le bâtiment béton. Pour le bâtiment préfa, on va aller chercher plutôt des solutions préfabriquées avec des dalles préfa. Et puis pour le ossature bois, on a également un plancher bas en dalle, mais avec des variations éventuellement sur la composition des isolations. Le plancher intermédiaire est à l'image du bâtiment, donc soit une dalle de vin, soit une prédalle plus une dalle coulée en place, soit un CLT avec une chape de finition et une isolation rapportée pour l'ensemble de la performance acoustique ici, puisque la performance incendie n'est pas très élevée sur un R+1. À titre d'information, on vous a mis en bas les paramètres qui avaient été fixés pour les menuiseries, qui sont des menuiseries battantes, les volets roulants qui ont été choisis manuels, à l'image du cas d'étude réel, et puis le niveau de perméabilité à l'air qui a été choisi. Donc cet ensemble comparé nous a permis évidemment d'étudier l'ensemble des indicateurs pour cette zone 1A avec ces trois solutions constructives. Les seuils 2022 sont satisfaits au titre de la RE2020 avec un bâtiment de cette nature, avec évidemment des marges qui sont différentes. On sait d'ores et déjà que le BBio est un des indicateurs clés auquel il faut veiller tout particulièrement. Donc on le voit bien puisque le seuil n'est jamais très loin, quelle que soit la solution constructive. En termes de degré heure, dans la zone H1A, il n'y a pas de problème particulier. On est au-dessus du seuil bas, certes, mais très largement en deçà du seuil haut. Et puis pour ce qui est de lycée construction, on passe avec une marge assez confortable. Et évidemment, la solution bois, compte tenu des méthodes et des approches, est un petit peu mieux notée.
mais ces 3 solutions constructives sont tout à fait accessibles et performent pour le seuil 2022. Quand on passe en zone H3, on va avoir une variation d'adaptation qui va s'opérer essentiellement dans ce choix-là sur l'isolation, qui va être traitée un petit peu différemment en fonction évidemment des zones qui vont être à rafraîchir. Et puis surtout, dans cette option-là, sur un petit bâtiment collectif avec des logements traversants et des logements non traversants, il a été fait le choix de mettre un brasseur d'air, un par séjour, plus un par chambre dans les logements non traversants. Compte tenu de l'orientation de ce bâtiment en zone H3 et de ses capacités à assurer le confort d'été, c'était le premier niveau de performance et de correction pour cette zone qui avait été choisie. Avec ces mêmes résultats, en zone H3, ces mêmes options, pardon, on obtient un niveau qui est un peu semblable au cas de la zone H1, où on a à chaque fois nos indicateurs qui passent sur 5 d'entre eux. Celui qui pose problème, ça va être le degré heure avec la solution bois dans les logements qui sont en fait traversants, puisque dans ceux-là, on n'a pas forcément une ventilation suffisante. Et dans ce cas-là, en ventilation nocturne et en réchauffement, il a fallu apporter une correction, une difficulté qui a été apportée par l'ajout d'un brasseur d'air en fait dans tous les types de logements pour cette solution-là, afin de leur redonner la capacité au confort d'été en degré heure. Donc spontanément, ce bâtiment-là avait besoin d'un accompagnement, d'un rajout pour avoir sa performance en confort. Il est intéressant de noter que le B-Bio est toujours un des enjeux forts, mais là aussi en H3, ce n'est pas une surprise. Si ce n'est qu'après, les consommations d'énergie ne vont pas s'opérer évidemment sur les mêmes temps de l'année et les mêmes ressources. Et Lycée Construction passe dans zone H3 également, selon le même profil, avec donc quelques nuances sur les épaisseurs, sur les matériaux qu'on utilise et sur les équipements également. Le bâtiment évidemment est étudié en tout lot à chaque fois. On ne se borne pas à étudier une partie de l'ouvrage ou un matériau, ce qui n'a aucun sens au sens de la réglementation environnementale 2020. Justement, l'indicateur carbone construction qui a tendance un petit peu à perturber parfois un petit peu les acteurs dans ces nouveaux repères, le voilà étudié avec ces solutions-là pour la zone H1A telle qu'elle a été conçue sur l'ensemble des lots. Donc vous retrouvez les lots dans la légende tout à fait à droite, le lot superstructure et le lot 3, avec les solutions de variation qui ont été proposées sur des bétons prêts à l'emploi, qui sont le CEM 1, le ciment traditionnel historique, le CEM 2A qui est aujourd'hui le ciment le plus utilisé en France, et le CEM 3A qui est l'un des ciments les moins émissifs aujourd'hui sur le marché. Il y en a d'autres, on va regarder rapidement tout à l'heure. Les solutions maçonnées sont soit à joint épais, soit à joint mince, et puis à droite, la solution en ossature bois. On voit que globalement, l'ensemble de ces solutions passe le seuil 2022 et que pour certaines d'entre elles, le CEM3 et l'OSB, aujourd'hui on passe le seuil 2025 dans l'état de construction habituel avec les pratiques courantes et les produits standards. C'est la situation, la photographie de la situation. Néanmoins, on s'aperçoit aussi que le seuil 2025 n'est pas très loin, en n'ayant pas fait d'efforts particuliers. En zone H3, on va retrouver à peu près la même combinaison, la même courbe, la même orientation. Vous retrouvez évidemment de la même façon en lot 3 la superstructure qui est en maçonnerie donc, ou en bois. Et là, cette fois-ci, c'est le CEM 3A, mais aussi les solutions préfa et l'OSB qui passent directement le seuil 2025, sans rien faire d'autre. Sur aucun autre lot, si vous regardez bien, tous les autres lots sont identiques. Ils sont tels qu'ils ont été conçus dans le cas d'étude de référence, sans effort particulier. D'accord ? Et donc on peut se dire que le chemin vers le seuil 2025, même avec le CEM 2A qui est finalement tout près de la borne, on va y arriver assez facilement. Comment et à travers quelle piste d'optimisation ? Aujourd'hui, le modèle tel qu'il est fait à date comporte beaucoup de données par défaut qui sont évidemment pénalisantes, qui ne sont pas celles des lots superstructure en l'occurrence, quel que soit le matériau. Et avec 46% de données par défaut, fortement chargées et pénalisantes,
on arrive quand même à avoir des résultats assez intéressants. Pour le béton, les grandes pistes que l'on a à disposition aujourd'hui, c'est le recours d'abord à ces données ajustées. Il y a des configurateurs qui sont disponibles, qui sont reconnus par la réglementation et à votre service. Il y a le progrès dans toute la formulation des bétons et adapté à votre projet à chaque fois. Et là, il y a toute une palette de possibilités. Et puis, il y a l'éco-conception avec un bon usage, de bonne quantité, une conception un peu affinée, un peu plus que peut-être ce que l'on avait l'habitude de faire avec des nouveaux systèmes. Et ça aussi, il y a des outils qui sont mis à disposition et qui sont là pour vous aider. Pour les autres lots, l'amélioration de la qualité, voilà, quelques illustrations. On peut déjà changer les données par défaut par des données produits. Et aussitôt, on va gagner à peu près 33 kg. 33 kg, quand vous vous rappelez du chiffre que j'avais avant, avec ces 3 facteurs-là, je passe tous les projets au seuil 2025, juste avec ces 3 critères. Et je n'ai pas travaillé les équipements pratiquement là. Donc il y a vraiment de la marge, à condition de s'y mettre tous. Pour le ciment et le béton, donc c'est déjà fait. Le parcours de réduction de l'empreinte carbone, il est engagé. En 2030, ce sera moins 50% par rapport à la valeur de la stratégie nationale bas carbone 2015. Donc une valeur de référence pour l'État. Avec 2 grands systèmes, des leviers traditionnels qui agissent directement sur l'industrie cimentière, l'amélioration de l'efficacité énergétique, amélioration des fours, récupération de chaleur fatale, précalcinateur, le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles de substitution. Et demain, en 2030, on sera à 80% de substitution. Ça demande évidemment quelques ajustements et adaptations des systèmes de combustion, vous l'imaginez. Et puis les nouveaux ciments à base teneur en clinker, donc je l'ai rapidement évoqué dans la présentation CEM1, CEM2A et CEM3. Vous avez là la palette des empreintes ciment, empreintes carbone des ciments qui sont produits sur le territoire français. La moyenne, elle est tout à fait à droite. C'est la moyenne pondérée des productions. Aujourd'hui, ceux qui sont les plus produits sont dans les 2 colonnes rouges, qui sont pas tout à fait à gauche. Et puis on va, comme vous le voyez, s'orienter vers toute une nouvelle palette qui est à disposition. Ces valeurs sont remises à jour régulièrement. À l'écran, vous avez les valeurs de fin 2022. Sur mon stand numéro 35, vous aurez des valeurs réactualisées. On les remet à jour régulièrement et ça progresse régulièrement. Et l'offre se déplace quelque peu vers ces ciments, évidemment, à faible teneur en clinker et beaucoup moins émissifs. L'ensemble de ces 3 dispositions, c'est moins 27% pour 2030. À cela s'ajoute le déploiement de la capture du CO2 en vue de sa valorisation. Valorisation, ça peut être stockage, mais ça peut être aussi transformation, évidemment, dans différents procédés. Ces procédés en aval sont en développement, il y en a beaucoup, ils sont plus ou moins matures. Il y a évidemment une grande collaboration entre les industries cimentières et les acteurs de la R&D et les startups et les entreprises innovantes dans ces domaines. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on sait séparer et concentrer le CO2. Les voies de stockage sont déjà en exploration, qu'elles soient géologiques ou en fosse sous-marine. En valo direct, sur le lien avec le ciment, on a évidemment la captation par le béton. On peut aussi créer des fermes de microalgues. Vous avez quelques exemples. Et en valo indirect, il y a évidemment un renvoi, si j'ose dire, de ces CO2 qui peuvent être utiles à l'agroalimentaire ou à des e-carburants ou à des industries chimiques. Avec ces engagements-là, pour 2030, l'implantation de ces dispositifs, c'est moins 23%. Donc moins 23 ici, moins 27 précédemment. On arrive bien à moins 50 de 2030. Et en 2050, on sera à moins 90 avec l'ensemble de ces dispositions. Par le changement de l'offre, le changement de l'industrie et ses évolutions. Aujourd'hui, c'est un engagement officiel que vous pouvez retrouver assez facilement sur de nombreux supports. Les exemples ne sont pas des mythes. Voici, pour les quelques grands cimentiers français, des exemples concrets de déploiements qui sont faits sur leurs sites industriels pour prendre concrètement ces virages technologiques et écologiques afin de continuer à proposer des solutions de ciment et de béton qui sont, il faut bien le dire, indispensables à la construction et dont on ne saura pas se passer. Pour vous accompagner en tant qu'acteur de la construction, il y a aussi un ensemble de solutions et de dispositions. Alors, il y a un configurateur qui permet de personnaliser ces FDES, fiches de déclaration environnementale, c'est BETI, pour le béton prêt à l'emploi, qui va se mettre à jour
tout prochainement et permettre d'avoir des nouvelles FDES au format de la nouvelle norme. Donc on suit vraiment au maximum du possible. Il y a un rythme de production et de création et d'adaptation qui est toujours un petit peu long, mais c'est bientôt prêt. Vous avez un outil qui s'appelle Jego, disponible sur le site InfoCiment et qui vous permet, quand vous êtes concepteur, de savoir si vous cherchez une bordure de trottoir, vous cherchez quel type de dalles sont couvertes par des FDES et est-ce qu'il y a des FDES. C'est à ça que ça sert. C'est très simple, c'est gratuit évidemment et c'est interfaçable et vous pouvez stocker vos informations. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à passer me voir. Et puis un petit nuancier, alors ça ils seront sur le stand, vous pourrez venir vous en chercher. Très simple, vous posez des questions sur la décarbonation et le rôle des ciments et des bétons, vous avez un jeu de questions-réponses qui est à votre disposition et qui vous permet à la fois de comprendre, mais aussi de partager l'information et de mettre à jour avec tout le monde ces informations. Je pense qu'on va arriver au temps des questions-réponses. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site InfoCiment. N'hésitez pas non plus à prendre le QR code qui est là et on pourra reprendre contact directement avec vous pour des présentations ciblées, dédiées à vos entreprises, à vos activités, à vos collègues, collaborateurs. On est à votre disposition pour partager ces informations et pour répondre à toutes vos questions.